Je m'appelle Alice, j'ai 32 ans, et une soirée tranquille a bouleversé mon monde. Je venais de raccrocher après un appel que je croyais anodin avec mes parents quand j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas coupé la communication. Leur voix crépitait à travers mon téléphone, acerbe et sans filtre, alors qu'ils parlaient avec ma sœur. Le ton de mon père était froid, presque mécanique. Vivre avec elle est horrible. Mais nous restons uniquement à cause de son argent. Avant même que je ne puisse assimiler ces mots, le rire de ma sœur a retenti. Cruel, moqueur, comme si elle avait toujours su cette vérité. Ma main a serré le téléphone si fort que ça m'a fait mal, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait s'échapper de ma poitrine. La pièce tournait, mon estomac se tordait, pourtant je n'ai ni pleuré ni crié. Je suis restée là, figée, tandis que chaque mot s'incrustait en moi. Ils me croyaient partie, inconsciente, alors qu'en réalité, j'entendais leur trahison en temps réel. Chaque seconde s'étirait en une éternité. Mes parents, les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, ne me voyaient pas comme une fille, mais comme un compte en banque. Le rire de ma sœur résonnait dans ma tête, chaque note me moquant, chaque son confirmant à quel point je comptais peu pour eux. Je suis restée assise sur mon canapé bien après la fin de l'appel, fixant l'écran noir de mon téléphone, revivant le moment encore et encore. Avait-il toujours été ainsi? Chaque mot gentil avait-il été teinté de calcul? Je n'avais pas les réponses. Tout ce que je savais, c'est que rien ne pourrait effacer ce que je venais d'entendre. Ces mots avaient tracé une ligne que je ne pourrais jamais franchir à nouveau. Ils avaient tout changé. Avant de continuer, je voudrais vous entendre. Avez-vous déjà découvert quelque chose sur votre famille qui a brisé la façon dont vous les voyez? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux savoir comment vous avez géré le poids de la trahison et ce que cela vous a appris sur la confiance. Le lendemain matin, j'ai préparé du café comme si rien n'avait changé. La cuisine sentait le pain grillé et les œufs brouillés, comme toujours, mais chaque geste me semblait jouer une pièce que je n'avais pas répétée. J'ai posé les assiettes sur la table, retourné les crêpes et essuyé les comptoirs, mes mains stables malgré la tempête dans ma tête. Je devais tenir bon. Je devais les observer sans me trahir. Mon père, Marc, est entré en traînant les pieds, attrapant une tasse sans me regarder. Ses yeux ont furtivement glissé vers le journal, évitant les miens comme s'il savait que j'avais entendu quelque chose que je n'aurais pas dû. Bonjour, a-t-il marmonné à peine audible avant d'enfouir son visage dans la section sport. J'ai acquiescé, forçant un sourire, et les regardé siroter son café trop vite, comme s'il était pressé d'être n'importe où ailleurs. Ma mère, Isabelle, a suivi, sa voix vive et fausse, discutant de la nouvelle voiture d'une voisine. N'est-elle pas chic, a-t-elle dit, riant trop fort, ses mains tripotant une serviette. Oui, ai-je acquiescé, ma voix calme, mais mon estomac se tordait. Elle en faisait trop, compensant quelque chose. Puis ma sœur, Mélanie, est arrivée en traînant, collée à son téléphone, grommelant à peine un bonjour. Ses pouces volaient sur l'écran, probablement en train de défiler sur les réseaux sociaux ou d'envoyer des SMS à quelqu'un à propos de sa ligne de vêtements ratée. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil au petit déjeuner que j'avais préparé. J'ai continué à bouger, débarrassant les assiettes, mais mes yeux étaient vifs, captant chaque détail. Les gestes agités de papa, la bonne humeur forcée de maman, l'indifférence de Mélanie, ils me semblaient être des étrangers portant des visages familiers. J'avais toujours pensé que nous étions proches, une famille qui partageait tout. Il y a 3 ans, j'avais acheté cette grande maison à Bordeaux pour que nous puissions tous vivre ensemble. Après le décès de mon grand-père, j'avais hérité de suffisamment d'argent pour couvrir le prêt immobilier, leurs factures, les courses, les services publics, même les virées shopping de maman. Ils avaient emménagé, reconnaissant, du moins c'est ce que je pensais. Papa avait pris sa retraite anticipée. Maman aussi, et Mélanie, de quelques années mon aînée, s'était appuyée sur moi depuis que son entreprise avait coulé. J'avais tout payé, sans poser de questions, croyant que c'était ce que les familles faisaient. Mais maintenant, chaque souvenir me semblait souillé. M'avait-il toujours vu comme un compte en banque? J'ai repensé au mois dernier, quand papa avait posé des questions sur mes économies, son ton désinvolte mais inquisiteur. Ou quand maman m'avait poussé à les inviter à un dîner chic, son sourire trop large.
Mélanie n'avait jamais proposé de participer aux frais, prétendant toujours qu'elle était entre deux emplois. J'avais balayé cela d'un revers de main, pensant qu'ils traversaient juste des difficultés. Maintenant, leurs actions semblaient différentes, calculées. En frottant une casserole, j'ai sorti mon téléphone et ouvert une application de notes. J'ai tapé « Papa évite le contact visuel. Maman est trop joyeuse. Mélanie s'en fiche. » J'ai ajouté d'autres détails, papa avait posé des questions sur mes investissements. L'intérêt soudain de maman pour mes primes de travail. Le défilement incessant du téléphone de Mélanie. Chaque détail me semblait être une pièce de puzzle formant une image que je n'étais pas prête à voir. Je ne savais pas ce qu'il cachait, mais je le découvrirais. Plus tard dans la journée, j'ai surpris Mélanie en train de jeter un coup d'œil à mon ordinateur portable, laissé ouvert sur le comptoir. Elle l'a fermé rapidement quand je suis entrée, marmonnant quelque chose sur la vérification de la météo. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas. J'ai gardé ma routine, me suis rendue à mon travail d'ingénieur logiciel et j'ai codé pendant les réunions, mais mon esprit était ailleurs. Je me suis souvenu de Noël dernier, quand j'avais offert à maman le nouveau manteau qu'elle voulait. Elle m'avait serré dans ses bras, m'avait appelé son roc, mais maintenant ses mots semblaient creux. Papa m'avait tapé sur l'épaule, fier, disait-il, de ma réussite. Était-ce de la fierté ou de l'avidité ? Mélanie m'avait à peine remercié pour l'argent que je lui avais glissé pour ses dépenses professionnelles. J'avais pensé que j'aidais, mais peut-être que j'étais juste leur vache à lait. Le soir, je me suis assise dans ma chambre, téléphone en main, faisant défiler mes notes. J'ai ajouté une autre entrée, Mélanie a regardé mon ordinateur portable aujourd'hui. Je ne les ai pas encore confrontés. J'avais besoin de plus que de simples soupçons. Je les observerai, je pèserai et je creuserai plus profondément. Ils me croyaient ignorante, mais j'étais maintenant bien éveillée. Cette maison, ma maison, n'était plus un foyer. C'était une scène, et j'avais fini de jouer leur jeu. Dès mercredi, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont papa revenait sans cesse sur mes finances, ses questions vives et inquisiteurs me semblaient différentes maintenant. Au petit déjeuner, il s'est penché sur la table, tasse de café à la main, et a demandé « Comment va ce compte d'investissement, Alice ?» Son ton était décontracté, mais ses yeux s'écartaient trop vite, comme s'il cherchait quelque chose. J'ai haussé les épaules, dit que tout allait bien et changé de sujet en parlant du temps. Il n'a pas insisté, mais l'atmosphère était lourde, comme s'il attendait que je fasse une erreur. Je l'ai observé plus tard, feuilletant les chaînes de la télévision du salon, ses doigts tapotant nerveusement. Ce n'était pas un événement ponctuel. La semaine dernière, il avait posé des questions sur mes primes de travail, et le mois précédent, il voulait des détails sur mes économies. J'avais pensé qu'il était juste un parent soucieux. Maintenant, j'avais l'impression qu'il tenait les comptes. Maman n'était pas meilleure. Elle est rentrée cet après-midi-là avec des sacs de course, des sacs à main de créateur, une écharpe en soie, des chaussures qui coûtaient plus cher que mon paiement mensuel de voiture. Juste un petit plaisir, a-t-elle dit, souriant vivement en les déballant sur le comptoir de la cuisine. J'ai acquiescé, mais mon esprit s'emballait. Ce n'était pas de petites choses. Je l'avais déjà vu faire des folies de nouvelles robes, des gadgets de cuisine sophistiqués, mais c'était excessif même pour elle. Elle m'a surprise à la regarder fixement et a ri, balayant cela d'un revers de main. Tu travailles si dur, Alice. Nous méritons d'en profiter aussi. Ces mots m'ont piqué, comme si elle pensait que mon argent était le leur à dépenser. Je ne l'ai pas interpellée, j'ai juste gardé mon visage neutre, mais à l'intérieur, je faisais le calcul. Mélanie était la pire. Elle n'avait pas travaillé depuis des mois, affirmant que son entreprise de mode était en suspens. Je l'ai trouvée allongée sur le canapé, téléphone en main, faisant défiler les réseaux sociaux au lieu de chercher un emploi. Du nouveau avec tes créations, ai-je demandé, en gardant ma voix légère. Elle a à peine levé les yeux, marmonnant, pas encore, trop occupée. Occupée à quoi ? À poster des selfies et à aimer des publications. Je me suis souvenu quand elle m'avait supplié de lui prêter de l'argent pour lancer sa marque, de l'argent que j'avais donné sans hésitation. Maintenant, sa paresse me sautait aux yeux, un signe que j'avais trop longtemps ignoré.
J'ai commencé à fouiller ce soir-là, sortant une pile de factures du tiroir de mon bureau à domicile. Factures de services publics, relevés de cartes de crédit, reçus de restaurants. Ils étaient tous à mon nom, payés depuis mon compte. Je n'y avais pas réfléchi à deux fois auparavant. Je voulais juste que la famille soit à l'aise. Mais en les feuilletant, les chiffres ne concordaient pas. Un dîner à 500 € dans un restaurant que je n'avais jamais fréquenté. Une dépense de 2000 € pour des vêtements de boutique que je ne possédais pas. Un abonnement à un service de streaming que je n'utilisais pas. Mes mains tremblaient en étalant les papiers sur mon bureau. Chacun était un point d'interrogation. Qui dépensait cela? Les sacs de maman me sont revenus à l'esprit. Les questions de papa. Le défilement incessant de Mélanie. J'ai noté les dépenses dans mon téléphone, à côté des notes que j'avais commanditées lundi. La liste s'allongeait, tout comme le nœud dans mon estomac. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, fixant le plafond, essayant de comprendre. Avait-il toujours été comme ça? J'ai pensé au dîner de famille, au câlin chaleureux de maman, au sourire fier de papa quand j'avais décroché mon poste dans la technologie. Était-il réel ou juste une partie de la mascarade? Mélanie avait l'habitude de se confier à moi sur ses rêves, ses échecs. Maintenant, elle me semblait une étrangère, quelqu'un qui me voyait comme un moyen pour une fin. Je voulais croire qu'il m'aimait. Pas seulement mon compte en banque, mais les preuves s'accumulaient. Je n'avais pas encore de preuves, pas le genre que je pouvais brandir et exiger des réponses, mais les signes étaient criants. Plus tard cette semaine-là, j'ai surpris maman en train de glisser un relevé de carte de crédit dans son sac à main. Ses mouvements étaient rapides, comme si elle ne voulait pas que je la voie. Juste en train de ranger, a-t-elle dit quand j'ai haussé un sourcil. Je n'y ai pas cru. Au dîner, Mélanie s'est plainte que son téléphone était trop lent, sous-entendant qu'elle en voulait un nouveau. Papa a renchéri, suggérant que je pourrais aider, puisque je réussissais si bien. J'ai souri de force, dit que j'y penserais, et me suis excusée pour aller dans ma chambre. Seule, j'ai rouvert mon application de notes, tapant « Maman a caché un relevé ». Mélanie veut un nouveau téléphone. Papa insiste à nouveau. Je n'étais pas prête à les confronter. Pas sans quelque chose de solide. Ce vendredi-là, je me suis assise seule dans mon bureau, revivant leurs mots. Pas ceux de l'appel. Je les ai chassés de mon esprit, mais les innombrables fois où ils m'avaient incité à ouvrir mon portefeuille. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur, le code s'est estompé tandis que les souvenirs s'aiguisaient. L'été dernier, maman avait insisté pour des vacances en famille dans les Pyrénées, disant que cela nous ferait du bien. J'avais payé le chalet, les repas, même l'essence, pendant qu'elle souriait et appelait ça un moment de complicité. Papa m'avait poussé à couvrir les réparations de leur voiture, affirmant qu'ils étaient à court d'argent. J'avais déboursé des milliers d'euros, pensant que j'aidais. Mélanie était la plus audacieuse, demandant toujours « juste un petit quelque chose » pour maintenir ses rêves de mode en vie. J'avais financé son site web, ses commandes de tissus, son marketing. Rien de tout cela n'avait jamais abouti. Chaque souvenir me semblait une brique, construisant un mur entre la famille que je pensais avoir et la vérité. Je ne pouvais pas rester dans ce bureau, entouré de lignes de code qui avaient plus de sens que ma vie. J'ai attrapé ma veste et je suis allée à un café du centre-ville où j'avais rendez-vous avec mon amie Christine. Elle était déjà là, sirotant un café au lait, son ordinateur portable ouvert sur un projet de conception graphique. Je me suis glissée dans la banquette et, avant de pouvoir m'arrêter, l'histoire a jailli, l'appel, la trahison de mes parents, le rire cruel de Mélanie. Les yeux de Christine se sont écarquillés, puis se sont adoucis. « Alice, c'est horrible, a-t-elle dit, me prenant la main. « Tu ne mérites pas ça. » Sa voix était calme, me ramenant à la réalité. Elle n'a pas édulcoré la situation, a juste écouté, puis s'est penchée en avant. « Tu es intelligente. Ne les laisse pas te manipuler. Obtiens les faits. Protège-toi. » J'ai acquiescé, ces mots transperçant le brouillard dans ma tête. Elle ne m'a pas poussé à me sentir mieux ou à faire semblant que ce n'était pas grave. Elle m'a juste donné de la clarté. J'ai quitté le café plus légère, comme si je pouvais respirer à nouveau. En rentrant chez moi,
j'ai commencé à décortiquer de vieux souvenirs, ceux que j'avais enfouis sous le poids de la loyauté familiale. En grandissant, maman et papa avaient toujours fait passer Mélanie en premier. Quand elle voulait des cours de dessin, ils les payaient même si nous étions à la dèche. Quand j'ai été acceptée à l'université, ils ont à peine célébré, trop occupés à sortir Mélanie d'un projet de mannequinat raté. J'avais travaillé pour financer mes études, codant tard le soir pendant que Mélanie faisait la fête et s'appuyait sur leur soutien. Je pensais avoir dépassé ça, je pensais qu'acheter la maison à Bordeaux signifiait que nous étions égaux maintenant. Mais plus je me souvenais, plus cela devenait clair. Ils l'avaient toujours vue comme la star, moi comme le filet de sécurité. Ce n'était pas l'amour qui guidait leur choix. C'était la commodité. Je me suis garée dans l'allée, ma détermination se durcissant. J'avais besoin de réponses, pas seulement de soupçons. De retour dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connectée à mon compte bancaire. J'avais déjà vérifié les factures auparavant, mais cette fois, j'allais creuser plus profondément. Chaque transaction, chaque virement, chaque retrait. J'ai affiché les relevés remontant à 6 mois, mes doigts volant sur le clavier. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais trouver, mais je savais que ce serait plus que de vagues reçues. S'il m'utilisait, il y aurait une trace. Les questions de papa sur mes investissements, les sacs de courses de maman, les excuses interminables de Mélanie, ils n'étaient pas aléatoires. J'ai commencé une nouvelle note sur mon téléphone, la nommant « Preuve ». Le week-end, je me suis connectée à mon compte bancaire. Mon bureau à domicile était silencieux, le seul son le bourdonnement de mon ordinateur portable alors que j'ouvrais le tableau de bord financier que j'avais ignoré trop longtemps. J'avais tout payé, les charges de la maison, le shopping de maman, les rêves de Mélanie, mais je n'avais jamais regardé de près où allait l'argent. Maintenant, je cliquais sur les transactions, mon cœur se serrant à chaque ligne. Elles étaient là, des virements, des dizaines d'entre eux de mes économies vers un compte que je ne reconnaissais pas. Des milliers d'euros envoyés par tranche sur plusieurs mois, libellés, honoraires de conseil, ou divers. J'ai recoupé les dates. Certaines correspondaient au moment où Mélanie avait proposé de nouvelles idées pour sa ligne de vêtements. D'autres correspondaient au « petit plaisir » de maman. Mes parents avaient accès à mon compte secondaire pour les dépenses du ménage, mais c'était différent. Ils n'avaient pas demandé, n'avaient pas dit un mot. J'ai fait défiler plus loin, mes doigts tremblants. Un virement de 4 000 € le mois dernier, un autre de 2 500 € il y a tout juste 2 semaines. J'ai ouvert les détails du compte et j'ai vu le destinataire, une entreprise enregistrée sous le nom de Mélanie. L'entreprise de mode ratée de ma sœur, celle qu'elle jurait être presque prête à être relancée, était financée par mon argent. Je me suis penchée en arrière, la vérité me frappant comme une gifle. Il ne se contentait pas de dépenser, il détournait mon héritage pour soutenir son rêve chimérique. J'ai eu la nausée, je me suis sentie trahie, mais j'avais besoin de l'entendre d'eux. Dimanche matin, j'ai trouvé maman dans la cuisine, coupant des légumes pour le déjeuner. J'ai gardé ma voix calme et décontractée. Salut, maman. Je regardais des relevés bancaires. J'ai vu de gros virements. Tu en sais quelque chose ? Elle s'est figée, le couteau en l'air au-dessus d'une carotte, puis a souri trop vite. Oh, cela, juste des cadeaux pour Mélanie, tu sais, pour l'aider à se remettre sur pied. Ses yeux n'ont pas rencontré les miens, se posant plutôt sur le comptoir. Des cadeaux ? Ai-je insisté, m'approchant. Des milliers d'euros sans me demander ? Elle a ri, avec une pointe de nervosité. Alice, n'en fais pas toute une histoire. C'est la famille, on partage, n'est-ce pas ? Ces mots étaient légers, mais ils semblaient être une esquive. Un mensonge enveloppé de chaleur. J'ai acquiescé, faisant semblant de laisser tomber, mais mon esprit s'emballait. Elle couvrait quelque chose, et je ne la croyais plus. Je n'ai pas encore confronté papa ou Mélanie. Je devais être sûre de protéger ce qui était à moi. Cet après-midi-là, je me suis rendue à une agence bancaire locale à Bordeaux. La guichetière, une femme aimable avec des lunettes, m'a aidé à ouvrir un nouveau compte d'épargne, auquel seul je pouvais accéder. Je me suis assise dans son bureau, signant des formulaires, mon téléphone vibrant d'un SMS de Mélanie. On peut parler de ma prochaine collection ? Je l'ai ignoré,
me concentrant sur la paperasse. De retour chez moi, je me suis reconnectée et j'ai transféré la moitié de mon héritage, 6 chiffres provenant de la succession de mon grand-père, sur le nouveau compte. Cela m'a semblé reprendre un morceau de moi-même. J'ai mis à jour les mots de passe de mes autres comptes, bloquant l'accès de mes parents au compte secondaire. Ils le remarqueraient bientôt, mais je serai prête. Dimanche soir, je me suis assise à mon bureau, fixant le nouveau solde du compte. Les virements vers l'entreprise de Mélanie n'étaient pas seulement négligents. Ils étaient délibérés, une trahison planifiée derrière mon dos. Le mensonge de maman à propos des cadeaux l'a confirmé. J'ai pensé à toutes les fois où je leur avais fait confiance, où j'avais donné de l'argent, croyant que nous étions une équipe. Maintenant, je voyais la vérité. Ils m'avaient utilisé, et Mélanie était de mèche. Ma détermination s'est durcie. Je ne protégeais pas seulement mon argent. Je me protégeais moi-même. J'ai ouvert mon application de notes, ajoutant une dernière entrée, maman a menti sur les virements. Ils volent. Je ne savais pas comment je les affronterais, mais je savais que je le ferais. Bientôt. Le dîner du dimanche a commencé normalement jusqu'à ce que je prenne la parole. La salle à manger sentait le poulet rôti et les assiettes cliquetaient tandis que maman passait la purée de pommes de terre. Papa découpait la viande, son couteau stable, tandis que Mélanie faisait défiler son téléphone, touchant à peine sa nourriture. Je me suis assise en face d'eux, ma fourchette posée sur mon assiette, mon pouce accélérant. J'avais planifié cela toute la journée, répétant les mots dans ma tête, les preuves, les virements, les mensonges, les relevés cachés étaient empilés dans mon esprit comme un jeu de cartes. Je ne pouvais plus manger, plus faire semblant. J'ai posé ma serviette, pris une inspiration et dit, « J'ai entendu votre appel la semaine dernière. Vous n'avez pas raccroché. Je sais ce que vous pensez vraiment de moi. » Le silence a frappé la table comme un marteau. Le couteau de papa s'est arrêté en plein milieu d'une tranche. Le sourire de maman s'est figé et le téléphone de Mélanie est tombé sur ses genoux. « De quoi parles-tu, Alice ?» a demandé maman, sa voix aiguë et tremblante. J'ai gardé les yeux fixés sur les siens. « Tu as dit que vivre avec moi était horrible, mais que vous restiez pour mon argent. » Mélanie a ri comme si c'était une blague. Papa a toussé, posant son couteau. « C'était juste une discussion, ma chérie. » A-t-il dit, son ton trop doux, comme s'il apaisait un enfant. Nous ne le pensions pas, maman a acquiescé rapidement. Nous plaisantions, Alice. Tu sais que nous t'aimons. Leurs mots semblaient répétés, creux, comme des répliques d'un mauvais scénario. Je me suis tournée vers Mélanie, attendant. Elle a fixé son assiette, puis a laissé échapper un rire sec et dédaigneux. « Tu exagères » a-t-elle dit, levant les yeux au ciel. Ce rire, ce sourire narquois, c'était le même que celui de l'appel, et il a fait bouillir mon sang. J'ai repoussé ma chaise, me levant. Alors explique les milliers d'euros que vous avez transférés à l'entreprise de Mélanie sans me demander. Le visage de maman a pâli et la mâchoire de papa s'est serrée. C'était pour la famille, a balbutié maman. Nous pensions que tu voudrais aider. Je l'ai coupé. Aider ? Vous avez menti, maman. Vous avez appelé ça un cadeau quand j'ai demandé. Je vous ai fait confiance, à vous tous, et vous m'avez utilisé. Mélanie a ricané, croisant les bras. Tu es si contrôlante, Alice. Toujours à agir comme si tu étais au-dessus de nous. Ces mots m'ont piqué, mais je n'avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone, ouvert une application de médias sociaux et montré une capture d'écran. Contrôlante comme ce message ? Mélanie me traitant de radine et de maniaque du contrôle qui amasse son argent. J'avais trouvé ça ce matin-là, un message public sur son profil, me dénigrant auprès de ses abonnés. Maman a halté. Papa a détourné le regard et le sourire narquois de Mélanie a disparu. J'ai jeté le téléphone sur la table, la capture d'écran les fixant. J'ai vu les virements, les mensonges, le message. J'ai fini d'être votre banque. Papa a essayé à nouveau, sa voix plus forte. Alice, calme-toi. Nous sommes une famille. Nous ne voulons pas te faire de mal. Mais j'étais au-delà de me calmer. La famille ne vole pas. La famille ne se moque pas de toi derrière ton dos.
Je les ai regardés chacun. Les yeux coupables de papa, les mains tremblantes de maman, le regard défiant de Mélanie. Je veux que vous soyez hors de ma maison, vous tous, d'ici demain. La fourchette de maman a cliqueté sur son assiette. Tu ne peux pas vouloir dire ça, a-t-elle murmuré. Mélanie a ri à nouveau, amèrement cette fois. Bonne chance pour vivre seule, Alice. Nous te manquerons. Je n'ai pas scié. Je me débrouillerai. Faites vos valises. Ils sont restés là, stupéfaits, tandis que je me dirigeais vers ma chambre. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas étaient fermes. Je leur avais tout donné, ma maison, mon argent, ma confiance, et ils me l'avaient jeté à la figure. Le message de Mélanie était la goutte d'eau, la preuve qu'elle ne m'avait jamais vue comme une sœur, juste comme une ressource. J'ai fermé ma porte à clé, me suis assise sur mon lit et j'ai ouvert mon application de notes. J'ai tapé, ils partent. Je suis libre. La maison était toujours la mienne, et je m'assurerai qu'elle le reste. Ils pouvaient essayer de s'en sortir par des paroles, mais j'en avais assez. Lundi matin, la maison me semblait vide. La table de la salle à manger où je les avais confrontés la nuit dernière était nue. Pas d'assiette, pas de voix. Mon père, ma mère et Mélanie avaient fait leurs valises et étaient partis avant l'aube, leurs valises roulant devant la porte pendant que je restais dans ma chambre, évitant les adieux. Je traversais le salon, remarquant les absences. La couverture préférée de maman avait disparu. Les lunettes de lecture de papa manquaient sur la table basse. Le chargeur de Mélanie n'était plus emmêlé sur le canapé. Ils avaient déménagé dans un petit appartement en location à l'autre bout de Bordeaux, un détail que j'avais entendu maman mentionner à une amie au téléphone alors qu'il chargeait la voiture. Le silence dans la maison était assourdissant, mais il apportait un étrange soulagement, comme si je me débarrassais d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Mon téléphone a vibré alors que je préparais du café. Un SMS de maman, Alice. Nous sommes désolés. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Peut-on parler? Puis un de papa, tu exagères, ma chérie. Réglons ça. Celui de Mélanie était plus court, tu n'avais pas à nous virer. Appelle-moi. Leurs mots me tiraient, interpellant la partie de moi qui voulait encore une famille. Mais je voyais clair maintenant. Les excuses étaient trop rapides, trop polies, comme s'ils essayaient de me récupérer. J'ai posé le téléphone, laissant leur message sans réponse. J'avais assez entendu leurs excuses au dîner, leurs faibles affirmations de plaisanterie et de partage familial. Je ne me laisserai plus berner. À midi, je me suis assise dans le bureau d'un avocat du centre-ville, un petit cabinet recommandé par un collègue. L'avocate, une femme aux yeux vifs et au bloc-notes, a écouté pendant que j'expliquais les virements, les mensonges, le message sur les réseaux sociaux. Vous devez sécuriser vos biens, a-t-elle dit, prenant des notes. Nous allons rédiger une lettre de mise en demeure pour tout accès non autorisé ultérieur et examiner vos droits de propriété. J'ai acquiescé, signant des papiers pour lancer le processus. Ma maison, mon héritage, ils étaient à moi, et je m'assurerai que personne ne les toucherait plus jamais. L'efficacité calme de l'avocate m'a ancré, me rappelant que je reprenais le contrôle, je ne réagissais pas seulement. De retour chez moi, je me suis tenue dans la cuisine, fixant l'endroit où maman avait coupé les légumes, où Mélanie avait fait défiler son téléphone. La liberté était réelle. Je pouvais respirer sans leur jugement, leurs exigences. Mais mon cœur me faisait mal pour ce que nous avions perdu. Je me souvenais de papa m'apprenant à faire du vélo, de maman préparant mes gâteaux d'anniversaire. Même Mélanie me tressant les cheveux quand nous étions enfants. Ces moments me semblaient si lointains maintenant, entachés par leur trahison. Je n'ai pas pleuré, mais la douleur était lourde, un rappel silencieux de la famille que je pensais que nous étions. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifié mon nouveau compte bancaire et j'ai vu le solde que j'avais protégé. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était mon avenir, et j'allais me battre pour cela. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. L'endroit était plus petit que mon ancienne maison à Bordeaux, mais chaque recoin était à moi, propre, calme et exempte de secrets. J'avais vendu la maison, empochant le profit, et organisé ma vie selon mes propres conditions.
Mes journées tournaient autour de projets de codage, de sessions de débogage tardives et de pauses café qui ne portaient pas le poids des drames familiaux. Je vivais pour moi-même, pas pour les attentes de quelqu'un d'autre. Christine est passée un soir, apportant des plats à emporter et une playlist de vieilles chansons que nous écoutions à fond à l'université. « Cet endroit te convient, Alice ?» a-t-elle dit, souriant alors que nous déballions des nouilles sur mon nouveau canapé. Nous avons ri, échangeant des histoires sur le travail et son dernier client en design. Pas besoin de confessions lourdes ou de conseils. C'était juste de l'amitié, facile et réelle, le genre que j'avais presque oublié. J'ai eu des nouvelles de mon père et de ma mère par une connaissance commune. Ils s'en sortaient difficilement dans leur appartement loué. Plus de dîners somptueux ni de sacs de créateurs. Papa avait pris un emploi à temps partiel dans une quincaillerie et maman vendait ses vieux bijoux en ligne pour couvrir les factures. Leur mode de vie s'était effondré sans mon argent pour le soutenir. Je ne me suis pas sentie vengée, juste distante, comme s'ils étaient des personnages d'une histoire que j'avais laissée derrière moi. La chute de Mélanie fut plus dure. Son message sur les réseaux sociaux, celui qui me traitait de contrôlante et de radine, s'était retourné contre elle. Des amis et des abonnés s'étaient retournés contre elle, dénonçant son sentiment d'avoir droit à tout. Son entreprise de mode, déjà chancelante, s'est effondrée complètement lorsque son dernier investisseur s'est retiré. J'ai vu son profil devenir silencieux. Plus de selfies ni de pitch, juste le fantôme de l'image qu'elle avait essayé de vendre. Avec le recul, j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Ce sentiment de malaise, celui que j'avais refoulé pendant des années, avait eu raison depuis le début. J'avais laissé l'amour m'aveugler, pensant que la famille signifiait la loyauté, quoi qu'il arrive. Mais la loyauté ne signifie pas ignorer les mensonges ou laisser les gens vous épuiser. Protéger ma valeur, mon argent, ma paix, mes limites a été le choix le plus difficile, mais le meilleur que j'ai fait. À quiconque écoute mon histoire, merci d'être resté avec moi. J'aimerais avoir vos avis. Qu'auriez-vous fait ? Partagez ci-dessous.